Bienvenue, merci de suivre ce magazine kiosque de ce 29 novembre 2024. Alors, Santeka et Pascal Oronje, ce matin, vont analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Avec eux, nous allons tabler sur la conférence de gouverneurs du 27 au 29. Les chefs des exécutifs provinciaux se réunissent à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Et nous allons en parler avec cette grande question qui a été posée par le DG de la ACP. Bienvenue, Bakoumouania. Est-ce que le lieu était approprié pour le gouverneur pour présenter ou manifester leur soutien à la Constitution? Nous avons suivi la réponse du ministre du VPM de l'Intérieur à ces sujets. Nous allons analyser cette question avec nos invités. Puis la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, son examen tarde toujours et les auteurs de la motion sont revenus à la charge, avec notamment le député de UDPS Célestin Engelemba, qui invite le bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la plénière pour l'examen de cette motion qui a été renvoyée à une date ultérieure. Nous allons en parler. En justice, Jacques Ndala, placé en détention provisoire. Il est accusé de propagation de faux bruits après qu'il ait dénoncé le viol qu'il avait dit avoir subi en 2021 dans les locaux de l'ANR. Et nous allons également parler société, avec les routes de la capitale impraticables, avec ces pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale ces derniers jours. Merci de nous rester fidèles. Pascal Oronje, bienvenue, bonjour. Bonjour Gisèle, je me réserve de présenter mon ami, parce que vous ne l'avez pas encore présenté. Merci pour m'avoir invité aujourd'hui, merci aussi pour m'avoir confié la parole premier. J'aimerais ici aborder la question en rapport avec les deux commissions qui travaillent à Luanda des affaires étrangères pour le compte de la République démocratique du Congo et pour le compte du Rwanda. Il y a un plan d'harmonisation qui a été accepté. D'un côté, la République démocratique du Congo s'était engagée de désarmer les FDLR. De l'autre côté, le Rwanda s'est engagé de retirer ces éléments du sol congolais. Et Pascal dit, à partir du moment où le Rwanda a accepté de retirer ces éléments du sol congolais, c'est une acceptation tacite de la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, ça s'appelle agression. Il fallait qu'on constate cela. Et maintenant qu'ils se sont entendus ainsi, mais curieusement, au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission, il y a des attaques du côté M23 sur les positions des FARDC, et ce qui consacre la violation. Et c'est comme ça que je dis, attention. Et Pascal essaie de démontrer que nous sommes en train de tomber dans le piège du Rwanda. Comment et pourquoi? De quelle manière? Si la création du M23 avait comme objet principal traquer les FDLR, que je considère, aujourd'hui, ils ne sont plus, en tout cas, inquiétants, je comprendrais maintenant ce plan qui a été accepté. Mais moi, je sais et je comprends que la création de M23 avait des objectifs ailleurs. Parmi ces objectifs, il y a la quête des espaces, il y a la lutte pour l'intégration, sinon l'injection maintenant des Rwandais sur le sol congolais, il y a la création d'un espace commerciable, et ces objectifs, vous allez les trouver dans les différents accords que nous avions signés, que ce soit l'accord que nous avons signé avec le CNDP le 23 mars 2009, que ce soit l'accord que nous avons, les 3 déclarations que nous avons signées le 12 décembre 2013 à Nairobi, vous trouverez ces aspects revenir. Et donc ici, j'ai l'impression que la ministre des Affaires étrangères a accepté ce qu'il ne fallait pas accepter, parce que lorsque nous ne serons pas à mesure de désarmer les FDLR, que je dis, ils n'existent plus, ils ne sont plus offensifs, et le Rwanda va trouver prétexte comme pour dire, et voilà, la République démocratique du Congo n'a jamais eu la volonté, et voilà, comme elle n'a pas eu la volonté, je ne saurais pas me retirer du sol congolais. Et ça va encore créer des problèmes. Parce que pour le Rwanda, c'est juste un prétexte. L'FDLR, c'est un prétexte
ces raisons fondamentales sont ailleurs, comme je vous ai indiqué, les 3 raisons. Donc, je suis en train d'apprécier cette question avec beaucoup d'inquiétude, mais je constate que même nos médias n'abordent pas, en tout cas fondamentalement, la problématique. Nous sommes restés dans la Constitution. Oui, c'est important, c'est une question sociétale, mais il y a des experts pour ça. Il y a des questions qui nécessitent, en tout cas, le point de vue à ce stade, pour que nous puissions aider la nation et permettre que les dirigeants comprennent ce qu'ils doivent faire également lorsqu'ils prennent des engagements. Non, je comprends que vous fustigez le fait que malgré la signature de l'accord, les armes continuent à crépiter à niveau de l'Est. Oui, les M23 continuent. Le M23 continue à attaquer le FARDC. Et j'insiste comme pour dire que l'objectif de la création d'un 23 n'était pas de traquer l'FDLR pour que nous puissions aujourd'hui dire nous désarmons l'FDLR et lui, le Rwanda, va retirer maintenant ces éléments avec le 23 et il y aura la fin de la guerre. On est allé à côté de l'objectif. Non, en dehors. De l'objectif du Rwanda sur le sol congolais n'a rien à voir avec l'FDLR. Ça, c'est un prétexte. Il fallait pas signer. Donc, il faut cibler le problème. Parce que quand vous posez mal le problème, il est difficile d'avoir de bons résultats, de bonnes réponses. Le problème est de comprendre que le Rwanda veut des espaces. Le Rwanda veut l'intégration maintenant des citoyens. Vous avez suivi Paul Kagame lorsqu'il est intervenu sur France 24, il avait dit « J'héberge ici, chez lui à Kigali, au moins 100 000 Tutsis congolais qui devraient maintenant rentrer. » Mais comment ils vont rentrer? Donc il faut utiliser une politique de l'intégration de ces éléments qui ne sont pas en réalité des Congolais. Et voilà. Mais nous, on est de comprendre le fait de cette façon-là. Et nous égarons en acceptant aller maintenant désarmer l'F-23, enfin l'FDLR, que nous ne serons pas en toute réalité à mesure de les faire. D'ailleurs, il faut rappeler que nous avions mutualisé les efforts de la fois passée avec le Rwanda pour les traquer. Bon, on n'y est jamais parvenu. Je comprends votre préoccupation, c'est-à-dire que les accords ou les signés à travers différentes rencontres ne produisent rien sur terrain, c'est ça? Et vous fustigez. Il faut des aguerris maintenant. Ouais. Il faut des aguerris lorsqu'on discute. Avec le Rwanda, par exemple, il faut savoir comprendre de quoi il s'agit. Et savoir poser le problème. Il ne faut pas céder naïvement. Là, on a cédé naïvement. Et de mon point de vue, nous sommes tombés dans le piège du Rwanda qui a toujours voulu faire voir les gens à travers l'international que la sécurité du Rwanda est menacée par le FDLR. Et que le Congo ne serait pas jusqu'ici le désarmer. Et nous sommes tombés dans ce piège-là. Alors qu'en réalité, les FDLR n'ont jamais fait une quelconque incursion sur le Rwanda. Merci Pascal. C'est Antika. Bonjour. Enfin, bonjour. Merci pour l'invitation. Heureux de retrouver cher Pascal sur ces plateaux. Je parlerai beaucoup plus de... Je prendrai le contre-pied des propos de mon ami Pascal, où il s'organise depuis le début de cette semaine à Kinshasa, la semaine congolaise du tourisme. Pourquoi tourisme? Tout à fait parce que c'est cette manière, ce domaine qui peut nous vendre autrement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle Congo, quand on parle Kinshasa, on voit les embouteillages, les coulours, l'insécurité. On parle Congo, on parle viol, on parle insécurité à l'Est, on parle détournement et tout ce qui va avec. Mais le Congo n'est pas seulement ça. Le Congo, c'est le Congo des M-Siri, les chefs, le roi des Bayéké, tué un certain 20 décembre 1800, ça reviendra, qui est aujourd'hui représenté par exemple le chef Mounongo, qui nous a rappelé lors d'un des panels au Palais du Peuple que ce 20, le Baïké, dans le Katanga, l'Alex Katanga, vont célébrer l'assassinat des rois Msiri qui avaient résisté contre les attaques des Belges, de soldats de Léopold Dedon. Quand vous voyez ces pays depuis les origines, n'a fait que l'objet des attaques ça et là. Nous avons eu à faire un plateau là sur place avec le ministre du Tourisme Didier Pambia et aussi tous les autres ministres provinciaux. Hein, donc je sais que Jeffrey Masuka je sais que de Kinshasa, Jeffrey Masuka du Lualaba et Alain Imana, le fils Imana Ingulu qui est
ministre, je l'ai découvert du tourisme à l'Équateur et plein d'autres, pour découvrir que chaque province, chaque territoire renferme des joyaux qui pourront faire l'objet d'admiration de la part de ceux qui aimeraient découvrir le Congo. En commençant par nous-mêmes, parce que nous ne connaissons pas notre pays. Nous connaissons le détournement, mais nous ne connaissons pas, par exemple, la route du fleuve. Nzela Maï, c'est la route des caravanes, où les esclaves partaient. C'est la route où on a ramené tout pour construire Kinshasa à pied. Des Matadi, ça passait par là. La route des caravanes, des esclaves passaient par là. Vous arrivez à Mwanda, au lieu seulement d'aller manger des poissons, il y a la forêt de Sianfoumou où on entreposait les esclaves avant de les amener outre-mer, aux États-Unis et ailleurs. Mais nous allons à Zanzibar pour voir là où on embarquait les esclaves. Nous allons à Gorée, mais nous avons notre Gorée, nous avons notre Zanzibar ici au Congo central. Donc nous ne connaissons pas notre pays. Nous ne connaissons pas notre pays. Je salue en tout cas tous les ministres provinciaux qui ont essayé de vendre au mieux nos provinces, mais autrement. Donc, si nous allons vers la Mongala, on a des grottes extraordinaires. Au nord de l'Équateur, vous allez à Kotakoli, vous trouvez des massifs rochers extraordinaires. Bon, aujourd'hui, c'est un domaine militaire, ça a toujours été un domaine militaire, mais n'empêche qu'on puisse admirer les merveilles de la nature. Et voilà, donc cette semaine... On relève notre tourisme. Mais aussi, ça peut constituer des débouchés importants dans ce sens que si on fait des structures hôtelières sérieuses, on forme les gens au métier de guide, ça peut ramener de l'argent. Le pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Kenya tirent l'essentiel de leurs dividendes du tourisme. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais par rapport à ce que Pascal venait de dire, ceux qui vont négocier pour le compte de la République démocratique du Congo devaient arrêter de penser que ça ne devait pas s'arrêter seulement aux frais d'émission. Nous y allons avec les honneurs de représenter le Congo, mais vous avez en face de vous des gens aguerris. Comment on peut accepter comme préalable la démilitarisation de FDLR qui se trouve où? Autant que le Rwanda a accepté le retrait et puisse constituer un aveu tacite, autant que la République démocratique du Congo a accepté tacitement d'héberger le FDLR. Ça, c'est gravissime. Mais si on voudrait voir analyser la question de très près. Il y a combien de FDLR qui ont commis des forfaits au Rwanda, qui ont tiré une seule balle au Rwanda? Mais il y a combien de forces rwandaises ou apparentées et supplétives qui ont fait il y en a beaucoup. Alors, comment on peut aller en négociation en acceptant les autres comme si nous, on a subi le même dommage? Non. Il y a cette caution morale-là. C'est-à-dire que nous, là, nous devons aller avec un mental 100 fois plus que le Rwandais, qui joue au subterfuge, qui voudrait bluffer le monde entier en se basant sur la tragédie qui s'est passée vers les années 90. Mais ça, c'est ce que nous avons vécu ici. C'est 10, 20 fois plus que ce que les Rwandais ont vécu. C'est 800 morts. Génocide rwandais, 800 000 morts. Nous sommes à 12 millions. Pourquoi les 800 000 morts rwandais devaient valoir plus que les 12 millions de Congolais? Justement, il nous manque ces lobbies-là qu'on ne doit pas attendre des autres. C'est à nous de faire de bruit, c'est à nous à démontrer, à apporter des éléments pour montrer qu'il y a un peuple, pas un peuple, il y a un régime criminel singulier qui a fait tout ça. On ne doit pas aller en amitié, mon ami, mon frère, non, ça n'existe pas. En diplomatie, le principe premier, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que nous devons attendre du gouvernement rwandais qui accepte quelque chose maintenant et dans 2 minutes, il change? Je parle du gouvernement, je ne parle pas du peuple rwandais. Alors il faut changer des stratégies. Nous devons changer. Nous devons, n'importe comment, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Madame, nous devons arrêter à vouloir toujours être le politiquement correct. Nous voulons passer toujours pour le bon élève et tout, mais nous savons que
et eux et la communauté internationale dansent sur le pas de la même musique, quoi, au son de la même musique. Merci, donc je termine en disant que ces schémas-là, c'est vraiment les schémas de pourrissement. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Ces gens-là vont gagner. Ils ont organisé les élections au Rwanda. Ils nous ont imposé une sorte de trêve. Qui n'est pas respectée. C'est le fait, mais que personne n'a respecté. C'était justement pour permettre à Paul Kagame de rempiler. Et par la suite, on est revenu à la case du départ avec des déclarations, des mécanismes de suivi, de contrôle. Non, non, non. À un certain moment, on peut dénoncer cette affaire-là. On assume qu'on est vraiment dans une période de crise et que ceux qui voudraient venir parler avec nous, c'est avec nos conditions et non les leurs. Merci Serge Seka. Alors, parlons d'abord d'un d'entre nous qui a l'habitude d'être dans ce plateau aussi, hein, Jacques Ndala, dont le ministère public a requis 3 ans de prison. Il est accusé des propagations de faux bruits. Il est placé en détention provisoire. Pascal Oronti, un commentaire à... Bon, peut-être pas un commentaire. Jacques Ndala, c'est un ami. Quand il passe des bons moments, quand il passe des mauvais moments, je ne peux pas être en joie. Ça ne peut que me déranger. Et donc ça me dérange, en fait. Il a été détenu depuis hier. Le ministère public a requis au moins une peine de 3 ans. Bon, on attend maintenant que le tribunal se prononce. Probablement, dans quelques jours, il va se prononcer et nous serons fixés. L'affaire remonte de ce que tous nous avions suivi, qu'il aurait été malisé par les services de sécurité lorsqu'il était détenu à la NER. Et par après, nous avions suivi la déclaration d'une consoeur aussi, c'est Denise, qui faisait des affirmations telles que nous avions voulu vous réduire votre honneur. Et c'est moi qui étais à la base, et ainsi de suite, nous avions tout suivi. Et bon, en fait, compte, c'est Denise qui sera arrêté, ils sont allés en justice, on exige des preuves. Mais bien avant, je disais que comment quelqu'un, si, par exemple, supposons qu'il a été, en tout cas, usé de cette façon, comment il aurait des preuves? Parce qu'il était détenu. J'étais en train de réfléchir à son temps. Mais comment il pouvait obtenir des preuves pendant que c'est fait pendant qu'il était détenu? Ça, c'est mes analyses à son temps. Mais apparemment, j'ai l'impression que c'est là que nous sommes arrivés. Je ne pouvais pas imaginer que Jacques Ndala ait des preuves. Je ne pouvais pas. Même si c'est vrai. Même si c'était fait. C'est depuis 2021, 3 ans après. Voilà. Même si c'était fait, c'était difficile qu'il aille avec des preuves. Mais aussi, de l'autre côté, l'image qui a été vendue contre les services, c'était une très mauvaise image en même temps. C'est ça le problème. Mais il s'agit des services de sécurité. C'était une très mauvaise image. Je pense qu'on aurait dû gérer cette question autrement. Mais il est tombé dans le piège de la dame. Mais j'aurais voulu que la justice également creuse les propos de la dame. Pourquoi elle a pu tenir ces propos s'il n'y avait rien? C'est très important. Donc, comme la justice va se prononcer, nous ne serons pas allés en profondeur, mais on a présenté juste le fait, mais tout en souhaitant que notre ami soit libre, parce que être détenu, c'est pas de bons moments qu'il passe aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai quand même vu Jacques Ndala ici, et quand il vient, il s'assoit. Il n'arrive pas à se mettre debout pendant plusieurs moments. Moi, je l'ai vu en tout cas ici. Il demande toujours la chaise. On a suivi aussi ses avocats qui disent que comment est-ce qu'on va condamner quelqu'un qui a eu à briser les silences, dénoncer quelque chose. Je ne sais pas si l'affaire est une instruction, c'est comme ça qu'on dit. Hein. On ne peut pas commenter, mais quand même un mot, parce qu'il a toujours été notre invité ici. Voilà, c'est difficile de commenter un sujet qui se trouve déjà, un sujet patent devant le juge. Il y a même un réquisitoire, bon, quelqu'un dans 3 ans de prison requis en son encontre. Mais propagation de faux bruits, je ne veux pas faire le travail des juges, des magistrats. Mais quand Madame Bissochoa, Denise, a commencé par dire à travers les médias sociaux qu'elle aurait été à la base des services qu'aurait subi Jacques Ndala, les services écoutaient ça. C'est devenu un problème quand Jacques Ndala est sorti
pour reconnaître ce qui s'est passé. On a suivi, Pascal a très bien expliqué, mais est-ce que faudrait-il, si la détention devait être une exception et la liberté, la règle, vraiment arrêter? Est-ce qu'il y a-t-il des raisons pour que Zeki Ndala puisse fuir? Parce qu'aujourd'hui, Zeki Ndala, c'est un acteur politique. C'est un journaliste, mais aujourd'hui, c'était un acteur politique, autant Mouyaya, Chikouma et tous les autres qui ont fait le choix d'être politiques. C'est aussi le genre de pratiques qui risquent de ternir l'image de cette justice qu'on essaie de blanchir, de montrer que, voilà, parce que c'est un opposant, parce qu'il n'est pas tendre à l'endroit du pouvoir. Moi, j'aimerais que le magistrat puisse nous donner, nous, de la presse, de plus en plus d'informations quant à ce contenu. Parce que si les faits se sont signalés vers les années de 2021, c'est difficile, même matériellement d'apporter des preuves physiques. Mais il y a des spécialistes, il y a des enquêtes qui pourront, je dis des enquêtes sérieuses, indépendantes. Faudrait-il encore demander des enquêtes extérieures pour vérifier, parce que quand la dame cite des gens, cite une structure aussi sérieuse, qu'elle a un air, qu'elle a des gens, qu'elle a envoyé donc une tierce personne, peut donner des ordres. C'est vraiment manquer du respect à cette agence qui est censée aider les pays dans sa gouvernance, dans la sécurisation de la population. Le problème, c'est aussi, et surtout à ce niveau-là, quand quelqu'un se permet de dire « c'est mon tonton, c'est quelqu'un que je connais, c'est un copain à qui j'ai demandé un service comme on demanderait à quelqu'un de créer un papier à ma place parce que je suis un... » C'est pas la même chose, quoi. Si on veut vraiment résoudre ces problèmes, on doit le faire de manière plénière et entendre tous ceux qui ont été cités dans cette affaire et rassurer la population que la justice est là pour garantir la paix sociale pour tout le monde. Sinon, on risquerait de penser que, voilà, donc c'est un seul camp qui est concerné, alors que la volonté, je crois, affichée par les autorités de nous amener vers une justice qui ne serait pas malade. Voilà. Merci, Santik. Alors, nous parlons de la 11e session de la conférence de gouverneurs. Je reste avec vous, Serge Ntseka, et je donnerai la parole à Pascal. Il y a la motion de soutien au chef de l'État. Les gouverneurs ont exprimé leur soutien à la révision constitutionnelle. Alors, lors de l'échange avec la presse, au changement de la Constitution. Voilà. Une question leur a été posée au VPM de l'Intérieur. Est-ce que c'était les lieux appropriés pour exprimer leur soutien au changement de la Constitution? Madame, je commencerai par reconnaître que, avec le président Tshisekedi, on a pris l'habitude d'assister aux conférences de gouverneurs qui, pendant la période du président Kabila, c'était des rendez-vous manqués. Hein, on sautait et ça n'arrivait pas tout le temps. C'est un cadre constitutionnel. Mais tout ce qui est constitutionnel n'est pas toujours respecté. On devait faire la retenue à la source pour les provinces, et c'est constitutionnel, on ne le fait pas. Donc il y a beaucoup d'exemples. Il faut reconnaître qu'avec le président Tshisekedi, il a la volonté de discuter avec le gouverneur pour prendre la température directement des RRP. Il faut savoir une chose. Dans la tête de beaucoup de gens, ils pensent que le ministre de l'Intérieur, c'est le chef du gouvernement. La tutelle n'existait plus en cette matière-là. Seulement pour autant que le gouverneur gère un pan de sécurité et aussi ils perçoivent des subsides de la part du gouvernement central, c'est à ce titre qu'il y a un droit de regard. Mais le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef du gouverneur, parce que le gouverneur représente les chefs de l'État dans leurs entités. Mais des fois, il les convoque. Le ministre a convoqué un gouverneur à Kinshasa. C'est normal. Je dis, il gère la sécurité. Et par rapport à ces ponts de pouvoir, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, comme il est chargé de la sécurité, il peut discuter, il peut convoquer, il peut descendre dans des provinces, on le voit, pas seulement convoquer, mais aller aussi dans certaines provinces pour discuter.
Déjà, c'est parce que être gouverneur, c'est pas seulement un associé, c'est plusieurs associés. Le chef de l'État en miniature. Vous avez tous les services que les chefs d'État dirigent, vous les avez dans votre province. Vous avez la police, vous avez la région militaire, vous avez, et vous avez même le moyen pour agir, même si ce n'est pas toujours suffisant. C'était important, parce que je vois les gens être beaucoup plus focus sur ça. Le plus important, c'est de faire l'état des lieux de la marche de la décentralisation. Comment? Le chef de l'État a dit qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour diriger nos provinces du fait du mauvais rapport qu'il y a entre les assemblées provinciales et le gouvernement provincial et surtout les gouverneurs. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout le droit, ils ont droit au mangeoire, et 60% des recettes des provinces sont destinées à l'entretien du personnel, des officiels. Alors cette motion est allée à l'encontre de l'objectif même de la rencontre. Non, pas à l'encontre, c'est des lieux de le dire. Il y a des problèmes, madame, vous allez me faire perdre le fil des idées. On prend le province tel que le Kinshasa, le Lualaba, au Katanga, le Congo central. Les salaires des ministres, c'est au-delà des 10 000. Mais vous prenez des provinces telles que l'Équateur, je ne sais pas, Chopo, où on voit les ministres déjà rouler en moto et ils ont moins de 3 000 de salaires. Où nous sommes dans un même pays, où les gens ont le même honneur et titre, exercent. C'est ça la difficulté. Ce sont des matières qu'on devait traiter. D'où il faut réviser la Constitution pour qu'on puisse mettre au même pied d'égalité ces salaires. Là, vous participez au débat. Je pose la question. Moi, je n'ai pas dit ça. La conférence des gouverneurs est là justement pour régler ces problèmes. On n'a pas besoin de toucher. Parce que vous avez dit, ce sont des dispositions constitutionnelles. Il y a tellement de matières et qui devaient être versées à ces conférences-là pour trouver des solutions. Amener un peu de discipline parce que les législateurs avaient pensé, à travers cette mode de gouvernance décentralisé, très décentralisé, rapprocher les gouvernés des gouvernants de manière à ce qu'on puisse résoudre certains problèmes de base. Je ne voudrais pas qu'on puisse occulter les objectifs de cette conférence de gouverneurs. À la fin, les gouverneurs ont exprimé une opinion politique. Il faut reconnaître que dans la plupart des cas, les gouverneurs sont issus de la majorité présidentielle. Dire ce qu'ils ont dit, c'est enfoncer une porte ouverte parce que c'est la ligne dictée par le chef de file de la majorité présidentielle. Et là, c'est une opinion des gouverneurs qu'on peut respecter comme des personnes, comme des Congolais, mais aussi comme des autorités. Ils étaient les anciens administratifs au niveau des territoriales, dont les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs ont fait aussi leur déclaration dans le même sens. Est-ce que cela, les lieux de valider le projet proposé par les chefs de l'État, je ne pense pas parce qu'il y a l'opinion des gouverneurs, il y a aussi l'opinion des autres. Et à ce niveau, je pense qu'on ne devait pas aller vite en besogne et teste les lieux pour le dire, mais ne teste pas les lieux pour le dire parce qu'ils se sont rencontrés. On a eu tout le Congo représenté par le représentant de population à ces niveaux. Et s'ils ont dit ça, je pense que c'était seulement une occasion. Comme on dit, l'occasion faisant les larrons. Ils ont exprimé leur point de vue, mais l'essentiel, à mon sens, n'était pas d'aller soutenir les chefs de l'État parce que nous ne sommes pas dans le régime du parti-État, la pensée unique. Les gens de la majorité se sont rencontrés, ils se sont souvenus que alors nous avons le devoir de soutenir notre chef, ils l'ont fait, c'est de leur droit. Voilà. Nous sommes dans cette question-là. Pourquoi est-ce que les lieux étaient appropriés? Parce que beaucoup ont vu cela comme de la flatterie. Comme c'était du temps de tout le monde veut, le président du chef d'État, faire voir que voilà, nous vous soutenons. Peut-être qu'au fond, c'est pas ça. C'est le lieu approprié. Vous avez posé la question, est-ce que la conférence des gouverneurs, c'est constitutionnel? Effectivement, c'est constitutionnel. Le président de la République est le président de la conférence des gouverneurs en même temps. Et là, il était président de la conférence des gouverneurs. La Constitution, c'est un pacte, c'est un code. Nous avons codé ce qu'il faut pour la gestion de l'État.
Mais l'État, notre pays est réparti par les provinces. Nous avons 25 provinces plus Kinshasa. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que, effectivement, les représentants des différentes provinces qui, dans leur tout, représentent la gestion de l'État, ne peuvent que réfléchir sur l'État. C'est logique. À part cette instance-là, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, qui, eux, sont les représentants du peuple, mais ils ne sont pas dans la gestion. Mais dans la gestion, c'est le gouverneur qui sont en province. Comment vous devez les refuser et réfléchir sur une question si fondamentale? Serge venait d'aborder une question. Le gouverneur est élu par les députés provinciaux. Mais ici, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de choisir un gouverneur. Le ministre de l'Intérieur, il a parlé de tutelle, d'immunité. Et alors que nous savons bien que les conflits souvent dans nos provinces, c'est entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. En cas de conflit, qui régule? Voilà pourquoi, dans le contexte qui les concerne, ils n'ont pas parlé de la révision constitutionnelle, qui est constitutionnelle parce que les dispositions de l'article 218 énumèrent clairement ceux qui peuvent initier la révision constitutionnelle, le président de la République, l'une des deux chambres du Parlement, le gouvernement après Conseil des ministres, la pétition des 100 000 signatures. Ils n'ont pas abordé la problématique de la révision. Ils ont bien voulu parler du changement pour que l'article 220, sur ces 8 interdits, il y a un interdit sur le suffrage. Et à ce moment-là, on souhaiterait probablement que le gouverneur, à la place d'être élu, par exemple, par les députés provinciaux, il peut être nommé par le président pour que celui-ci, demain, ait l'autorité sur le gouverneur au cas où on constatait que le gouverneur s'est méconduit, il peut les sanctionner. Donc, ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions, ce n'est pas carré, ce n'est pas bloqué, donc on ne peut pas réfléchir qu'il n'aurait pas fallu que ce soit dans ce cadre-là, c'est le cadre par excellence. Pascal, j'ai participé dans plusieurs conférences de gouverneurs, je prenais part comme expert, et j'en connais quelque chose. Donc vous étiez face au chef, il fallait lui dire directement. Non, on n'a pas dit au chef. Le chef est là. Le soutien là. Le chef est là comme président de la conférence des gouverneurs. Okay. Son statut manifeste à cet instant-là, c'est le président de la conférence des gouverneurs, qui est en même temps le président de la République. Alors Pascal Ondji, c'est-à-dire par rapport au constat que le chef de l'État avait fait sur le non-développement des provinces, on peut déduire qu'avec leur soutien au changement de la Constitution, c'est-à-dire que si on change la Constitution, ça va nous amener aussi au développement de ces provinces. C'est l'espoir. Parce que vous avez soulevé quelques points. Parce que cette question, nous l'abordons aujourd'hui. Hier, c'était Joseph Kabila qui avait abordé la question des gouverneurs. Lorsque on nomme les commissaires généraux, on a eu un débat ici, mais comment il peut nommer, ce n'est pas sa compétence, tout ça. Le débat a été engagé. Et on a organisé rapidement les élections. Joseph Kabila est intervenu, je crois, 2 ou 3 fois, même au Congrès. Il avait proposé à son temps que le gouverneur soit nommé. Je vois le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, s'aligner sur les propos d'hier de Joseph Kabila. Je ne vois pas là où il y a problème. Ça veut dire que lorsqu'on gère, il y a de réalités qu'on voit. Là où ça bloque, vous savez comprendre qu'ici ça bloque. Là où ça va bien, vous savez comprendre qu'ici ça va bien. Nous, parfois, nous ne saurons pas comprendre parce que nous ne sommes pas dans la gestion. Surtout lorsque vous êtes garant du bon fonctionnement des institutions. Garant de la nation. L'article 109 de la Constitution. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Mais je veux souligner un aspect parce que nous avons abordé la problématique du changement de la Constitution. J'entends un quelconque parti politique dire, et d'ailleurs, il faut le dire, la révision, je vous ai dit, c'est constitutionnel, le changement de la Constitution n'est pas un interdit, parce que la Constitution n'interdit pas
au changement de la Constitution. Avant de parler de ces articles politiques, restons d'abord dans le cercle du gouverneur. Non, c'est important. Pour dire que, je pose une question, sinon je vais perdre ma question, pardon Pascal. Alors, les problèmes, quand le gouverneur évoque la question du changement de la Constitution, est-ce que les problèmes n'est pas d'abord au texte ou l'application des articles qui existent déjà? Par exemple, la rétrocession de 40%. Non. C'est constitutionnel qui n'est pas appliqué. Ils ont fait cela. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas d'abord appliquer cela et penser au changement? Quand on aborde ces questions, ça c'est pour un aspect, n'est-ce pas? Pour un aspect, simplement, de la rétrocession. Et ça ne peut pas appeler au changement de la Constitution. Ça peut peut-être pousser à la révision de la Constitution. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, ça veut dire qu'on touche des dispositions verrouillées, qu'on appelle des dispositions intangibles de la Constitution. Entre autres ici, l'article 220. Pour d'autres articles, si vous voulez les faire, vous allez les faire au second degré. Ça veut dire par révision auprès de représentants du peuple, qui sont les députés. Donc vous pouvez changer, vous pouvez modifier ou réviser. Mais ici, ils ont proposé le changement, donc on comprend que c'est par rapport à la coopération, à la collaboration, soit avec les entités décentralisées, avec le ministre de l'Intérieur et également avec le président de la République. Comment débloquer lorsqu'il y a conflit entre les institutions provinciales, ça veut dire l'Assemblée provinciale et le gouverneur. La Constitution actuelle n'a pas Nous avons vécu ça lorsque nous étions au ministère de l'Intérieur, mais on a vu les provinces en dysfonctionnement comme vous n'avez pas l'idée. Simplement parce que les députés ne supportaient pas les gouverneurs, ils faisaient partie des gouverneurs. Et donc, c'est comme ça qu'ils soutiennent le changement. Je voulais vous expliquer la question du changement. Et donc, quand un parti politique est dit, parce qu'on prend l'initiative de changer la Constitution, et ce parti dit, on ne va pas changer la Constitution, nous allons changer Tshisekedi, Félix. À partir du moment où vous sortez une telle expression, vous êtes en violation de la Constitution et on peut vous arrêter, on doit vous arrêter à l'instant. Ah bon? Parce que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Et vous proposez déjà maintenant qu'on chasse Félix et Tshisekedi, qu'on les change. Vous allez les changer comment? Le président élu ne peut être échangé que par une autre élection. C'est l'article 110. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est parce qu'ils estiment qu'on veut changer la verrouiller, justement, pour rallonger le mandat du chef de l'État. Quand vous dites ça, vous voulez faire un coup d'État. Vous voulez les changer par la force. Vous n'allez pas suivre la procédure. La procédure consisterait à attendre jusqu'à organiser les élections au bout de son mandat. Mais vous voulez aujourd'hui dire il faut les chasser, ça veut dire que vous voulez faire un coup d'État. Et à travers mon micro, moi je peux éveiller l'attention des services de sécurité, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, parce que je vois les gens afficher des panneaux. Ah bon? Ils veulent faire ne changeons pas la Constitution, changeons Félix Tshisekedi. Ça, c'est une infraction. C'est un coup d'État. Vous êtes en violation, parce que le mandat du président, c'est de 5 ans. Il ne peut quitter le pouvoir. Et vous avez vu comment Joseph Kabila a débordé de 2018 jusqu'en 2023. Pourquoi? Parce que 2018 jusqu'en 2018, 2016 jusqu'à 2018. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas élection. Il n'y avait pas autre moyen qu'il parte. Il fallait seulement et obligatoirement les élections. Et on a eu les élections, on a attendu les élections, on a eu les élections. C'est comme ça qu'il est parti. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui, par votre initiative, par manque de la compréhension de beaucoup de choses, et vous dites non, mais voilà, au lieu de changer la Constitution, nous allons changer Tshisekedi. Vous allez changer Tshisekedi comment? C'est un coup d'État. Là, ça me fait penser à Bob Kabamba qui a dit que changer la Constitution est un coup d'État constitutionnel. Non. Le professeur Bob Kabamba. Dans la Constitution, le concept de changement, j'ai suivi même le professeur Inyabirungu, je crois qu'il m'a suivi parce que je suis passé sur plusieurs plateaux, je sais que c'est un expert, c'est un juriste, moi je ne suis pas juriste, mais lui c'est un pénaliste, il n'est pas constitutionnaliste, il y a des constitutionnalistes aussi. Il est revenu sur ça, il a dit, même si sa conclusion n'était pas, je n'ai pas été d'accord avec, mais effectivement, dans la Constitution, on ne parle pas du changement. Mais je peux vous citer plusieurs pays, n'est-ce pas, en démocratie, qui ont changé leur constitution à travers le référendum, et ça a évolué. Vous prenez la Côte d'Ivoire, la constitution en 2000, c'est une constitution référendaire, qui sera changée en 2016, une constitution référendaire. Le problème ne s'est pas posé. Dans d'autres pays, je ne peux pas citer... Et nous aussi, ça ne sera pas une première fois. Non. Ce ne sera pas une première fois, vous prenez l'exemple d'autres pays. Ce sera une première fois chez nous.
Des changements. Le changement de la Constitution serait une première fois, une bonne expérience. Mais au Congo-Brazzaville, ils l'ont fait. Hein? Même si on ne sait pas prendre l'exemple du Congo-Brazzaville, mais les gens traversent vers le Congo-Brazzaville. Merci Pascal Oonje. Alors nous devons aussi aborder les derniers sujets en quelques minutes. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal parce que nous sommes partis d'un État policier, d'un État totalitaire où la parole était embrigadée. Qu'il y ait des politiques qui pensent qu'ils ne soient pas d'accord avec le chef de l'État qui disent qu'ils voudraient son changement, je pense qu'ils en ont les droits en République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas opposé d'eux. Dès lors qu'ils n'ont pas exprimé des intentions belliqueuses ou une tendance à utiliser des moyens délictuels pour chasser les présidents. Vous avez dit changer les constitutions. Nous pensons que c'est une trahison, c'est contre la Constitution. Vous n'êtes pas à notre place. Ça fait partie du débat politique, ça fait partie du jeu politique. Ne faisons pas du président Tshisekedi un dictateur. Vous savez combien de fois je parle en journaliste, hein, je ne parle pas en politique. Vous savez combien de places, de fois, nous autres, à travers nos débats, et l'UDPS, avons demandé le départ de Kabila? Combien ont été arrêtés pour ça? C'est-à-dire, sur l'échiquier politique, les gens peuvent aller loin, mais ce que je dis, on doit être respectueux de la personne, de la fonction, mais sur le plan politique, nous pouvons échanger. Je peux vous démontrer que c'est, par exemple, un opposant, pas moi, démontrer que ce que le président Tshisekedi est en train de faire, c'est pas bon pour la nation, pour notre part. C'est leur point de vue. Autant que le président Tshisekedi a le droit aujourd'hui de penser pour que le Congo aille mieux, qu'il faille changer de constitution. C'est son droit. On ne peut pas les dénier, ces droits-là. Donc, nous sommes un pays démocratique. Nous sommes partis de quelque part pour arriver là où nous sommes, à travers des combats, à travers des arrestations, à travers des brimades. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à quelqu'un aujourd'hui que nous sommes là en train de parler. Ce n'est pas le cadeau de quelqu'un. C'est la lutte. Les gens sont morts. Le sang a coulé. Les gens ont réfléchi pour que nous puissions parvenir à cet espace de liberté que nous avons. Nous sommes d'ailleurs les seuls à l'avoir. Regardez tous les pays d'Afrique centrale, dans combien de pays on peut trouver ce genre de débat que nous faisons ici. Je pense que le parti au pouvoir et le président de la République sont préparés et sont même aguerris pour accepter la contradiction. Parce qu'eux ont été de l'autre côté avant d'être au pouvoir aujourd'hui, avant de découvrir les réalités du pouvoir. Arrêter quelqu'un tout simplement parce qu'il dit que nous ne voulons pas de Tshisekedi, je trouve que c'est un peu trop. Merci, c'est un peu trop. Non. Merci, c'est alors abordons la motion. Non. Comment on peut laisser comme ça dans un débat? Mais vous avez parlé dans un débat, on ne laisse pas. Ici, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas engager un débat sur la problématique du changement de la Constitution. L'antithèse doit provenir. J'essaie de démontrer techniquement, même dans les concepts que vous devez employer. Vous ne pouvez pas dire changeons le président. Vous allez changer le président comment? Parce que la réalité, le changement... Mais à travers les élections. Mais justement... On change de président à travers les élections. Voilà. Vous faites allusion à quoi quand un politique dit on va changer les présidents. Attendez les élections. Mais oui, mais ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire, M. Pascal. Ils ont le droit de le dire en République démocratique. Regardez Serge. Le président dit, en janvier 2025, je vais constituer une équipe d'experts. Non, ça veut dire qu'il veut changer la Constitution. On n'attend pas les élections qui seront organisées, mais ils vous disent, à l'instant, il devient dangereux plutôt, il faut le faire partir, il faut changer le président. Le concept est celui-là. Et c'est comme je dis, le président ne peut le changer que par les élections, ça veut dire qu'à la fin de son mandat, on organise l'élection. Mais on n'est pas encore là, nous sommes au début du mandat, vous exigez le changement du chef de l'État. Mais vous êtes en violation. J'appelle les gens au bon sens. Parce que sinon, beaucoup vont tomber dans une violation qui risquerait maintenant de les inquiéter. Et ce qui n'est pas bon, ce concept n'est pas bien approprié. La problématique de la Constitution est là. Les uns parlent du changement de la Constitution. Vous devez plutôt démontrer qu'on ne peut pas changer la Constitution.
Pourquoi on doit changer la Constitution? Quelle est l'opportunité? Je voudrais donner un exemple, juste un exemple. Aujourd'hui en France, Macron est sur sa dette. Il doit changer de gouvernement. Il y a des gens qui refusent de faire allusion, faire coalition avec lui. Macron est menacé de partir. Est-ce un coup d'État? Est-ce une menace? Ça fait partie du jeu démocratique. C'est au parti au pouvoir. Ta constitution n'est pas la constitution française. Les dispositions de ta constitution ne sont pas textuellement les dispositions de la constitution française. Je peux terminer. S'ils le disent, peut-être dans leur constitution, il y a des dispositions telles que le chef de l'État peut démissionner, on fait faire partie le chef de l'État. Il y a la haute trahison, il y a toutes ces dispositions que vous refusez de citer, Pascal. Il n'y a pas seulement ça. Il y a des dispositions qui peuvent faire en sorte qu'en dehors du décès, les chefs de l'État cessent de fonctionner comme tels. Mais je dis, moi je reste sur l'échiquier typiquement politique. On ne peut pas arrêter les débats. On ne peut pas arrêter les réflexions. Même si c'est contradictoire. Même si ça ne pousse pas vos intérêts, votre conviction, votre religion. Mais quand on accepte d'être dans un pays démocratique, dans un espace démocratique, nous devons accepter des contradictions. Pas tout concept qui est permis. À condition que cela soit respectueux des personnes, des fonctions et de tous les restes. Mais le débat est démise. Donc je peux passer dans un débat, dire, bon, enfin, parce que c'est un débat, Serge, je vais te tuer, je peux te tuer. Donc c'est pas une menace. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? Non, mais c'est pratiquement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Les concepts doivent être encadrés. Les concepts doivent être encadrés. Sinon, c'est un problème. Pascal, on se calme. On parle de politique. On ne parle pas de menaces. Là, vous parlez de menaces. Dire à quelqu'un que je voudrais que vous ne soyez pas là, c'est pas la même chose, je vais vous tuer. C'est différent. La menace, vous tombez sous le coup des infractions. Mais sur le plan politique, nous pouvons discuter. Je peux vous démontrer que ce que vous êtes en train, comme je suis en train de le dire là, que ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'infraction là-dedans. Apprenons à être démocrates, apprenons à accepter. Le problème ici, nous ne sommes pas disposés à accepter des contradictions, alors que nous disons démocrates. Merci. J'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à la motion contre le ministre des Infrastructures, parce que les auteurs même de cette motion, on a cité l'un d'eux, les députés Célestin Guilemba, qui s'inquiètent du fait que la motion n'a pas été examinée. On a vu juste après le dépôt de cette motion, les retraits de certains membres de députés de l'Union sacrée, non, ils se désolidarisent à cette motion. Pour certaines personnes, on est en train de bloquer le contrôle parlementaire. Qu'est-ce que vous en dites? Ça déçoit, parce que j'aurais bien voulu que le débat soit engagé dans cette question. Parce que, de mon point de vue, visiblement, le ministre des Infrastructures a lamentablement échoué. Du fait que, aujourd'hui, la voirie dans la ville de Kinshasa devient, en tout cas, indigeste, en fait. Quand vous êtes, et sur votre plateau, on évoque de temps en temps les 3 communes qui prennent en charge Kinshasa, c'est Barumbu. En termes des infrastructures, lorsqu'on vient en ville, parce que vous savez, les institutions en ville, la grande population se vers Tchangou. Pour arriver ici, il faut passer par ces communes-là. C'est Barumbu, Kinshasa, Lingwala. Il n'y a pas de route. Et ça devient... Quand vous regardez comment les gens vivent même, vous dites, mais c'est quoi? Et à cause de lui, il y a eu l'opération de Kinshasa sans trou. Il semblerait qu'on avait déboursé l'argent. Zéro trou. Mais maintenant, on n'a pas de trou. Nous avons des petites rivières. Voyez-vous, qui est responsable? C'est le ministre des Infrastructures. Et lorsqu'on l'invite à l'Assemblée nationale, la moindre des choses, ne fût-ce que par formalité, laisser les députés engager le débat, poser des questions, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsqu'on parle de la des routes délabrées à Kinshasa, on ne voit pas Guissaro. Les gens voient le chef de l'État. Il faut qu'il s'explique et qu'on comprenne pourquoi ce genre de comportement, pourquoi cette façon de travailler. Je dis toujours, même s'il avance l'argument impertinent qu'il dit souvent, manque d'argent, mais question d'avoir ne fût-ce que l'enjeu. Si vous avez un tracteur, vous posez votre tracteur pour ne fût-ce qu'à planir, afin de faciliter le passage de véhicules, mais ça va soulager. Aujourd'hui, on parle des embouteillages. Je vous avais dit ici, sur ce plateau, que le ministre des Transports a posé très mal le problème. Et d'ailleurs, c'était même pas... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'embouteillage, les gens
voit Jean-Pierre Bemba, qui serait innocent en réalité, parce que le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Comment ça se fait pour le cas de la surveillance de la circulation? Le ministre de l'Intérieur a une responsabilité, à travers la police, de veiller sur la facilité de déplacement. C'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre des Infrastructures veille sur l'état des routes. Le ministre des Transports, c'est les véhicules simplement. Le problème, ce ne serait même pas... Aujourd'hui, on parle du ministre de Transport. Le problème ne serait même pas... Mais simplement la mesure qu'il a prise. Je vous avais dit, cette mesure va faire souffrir beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a une souffrance terrible à Kinshasa. Vous ne serez pas... Hier, je prends mon véhicule. Je suis à l'entrée de l'aéroport d'Endolo. Pour arriver au bon marché, j'ai fait 2h30 minutes. J'ai posté. 2h30 minutes. Je ne suis pas arrivé. Vous savez d'où de l'entrée de l'aéroport d'Endolo pour arriver au bon marché. J'ai fait 2h30 minutes. Je ne suis pas arrivé au bon marché. J'ai été obligé de contourner, prendre Zikita, avec espoir que je... Là, d'ailleurs, il n'y a pas de route parce que c'est totalement délabré. Mais là encore, j'ai fait 1h30 minutes. J'ai cherché le bon marché. Mais finalement, c'est le soir que je suis arrivé au bon marché. Merci, vous imaginez ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes travailleur. Comment aller au travail, arriver au travail à quelle heure? Vous avez quitté à 6 heures, vous allez arriver à 10 heures. Les problèmes de route. Les problèmes de route. Alors, mais tout ça, c'est à la base du ministre de l'Infrastructure. Ouais. On l'invite à l'Assemblée nationale. Il faut engager le débat. Même si vous n'allez pas le faire partir, mais que le débat soit engagé. Voilà, alors avec la pluie, dame la pluie, les routes impraticables, comment expliquer qu'il y a des questions sensibles pour pousser l'exécutif à bien travailler et voilà, je peux dire on étouffe. Et il y a deux niveaux de réflexion. Très vite là. Je suis d'accord avec Pascal quand on dit on ne peut pas arrêter la machine. On a comment donc on n'avait pas aimé la manière dont la législature des citoyens Mbosso avait dirigé les débats. Le contrôle n'était pas démise. C'est ce qui avait d'ailleurs permis la montée en puissance de l'IGF, parce que le contrôle de l'Assemblée nationale qui devait être... Vous savez, je me rends compte qu'il était bon, un bon président. S'il vous plaît, Pascal. Et là, on a comme l'impression... Quand un député pose une question au député, pourquoi ça devait poser problème? Pourquoi? Parce que c'est un problème qui nous concerne. Car ça concerne même les officiels, parce que ce sont eux, le premier, qui prennent les sens contraires, qui violent le code de la route. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils doivent arriver là où ils sont censés être, parce qu'ils sont des officiels. Mais nous aussi, pour être ici, on est entré dans des embouteillages. Donc, le ministre doit être entendu, le ministre doit passer devant les députés, parce que et ce qui se passe ici, moindre pluie, Kinshasa se transforme vraiment à des rivières, il faudrait prendre des pirogues pour circuler, c'est triste. C'est des routes qu'on a réalisées. Il y a des réalisations, mais qui n'ont duré que 6 mois, 3-6 mois après. Mais il faut un contrôle, il faut attendre des gens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je sais que nous sommes acculés par le temps, mais ce qui se passe à Kinshasa ici, il y a le ministre des Infrastructures, il y a aussi la ville de Kinshasa qui a promis de réhabiliter jusqu'au mois de février 62 km de route entre Douala, les trois... Bon, on va voir. Cas, on attend, on touche du bois pour que ça marche, mais Kinshasa pense répondre à ce besoin-là, donc on attend Bumba à l'œuvre, et si ça va vraiment, sinon comme ça, l'État est en train de perdre en termes d'efficacité, en termes de temps de travail, en termes d'argent. Voilà, merci Serge Ntseka, merci Pascal Oronje, merci à vous fidèles téléspectateurs de Magazine Kiosque et auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri qui nous suit depuis Lubumbashi. Merci à nos téléspectateurs. Bon début de week-end à tous. Les vœux, meilleurs vœux à tout le monde. C'est déjà bientôt le mois de décembre, dans quelques jours. Voilà. Nous nous